Ah, les nombres premiers. On les voit un peu comme les atomes de l'arithmétique, les briques fondamentales à partir desquelles tous les autres nombres sont construits. Et pourtant, depuis des millénaires, leur apparition a toujours semblé complètement chaotique, totalement imprévisible. Mais et si toute cette perception n'était qu'une illusion? Voilà la question, une question assez radicale qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. C'est une idée qui vient bousculer plus de 2000 ans de pensée mathématique. Et franchement, si elle s'avère juste, elle pourrait redéfinir les fondations même de notre monde numérique. Rien que ça. Bon, pour bien saisir cette nouvelle approche, il faut faire un petit retour en arrière. Depuis l'époque d'Euclide, vers 300 avant notre ère, le consensus est à peu près le même. La distribution des nombres premiers est imprévisible. On sait, bien sûr, qu'il y en a une infinité, mais alors pour trouver le prochain, c'est une toute autre paire de manches. Pendant des siècles, le seul et unique outil qu'on avait, c'était cette méthode de force brute. C'est un peu comme essayer de trouver quelqu'un dans une rue infiniment longue en toquant à chaque porte une par une pour voir si c'est la bonne. C'est long, c'est laborieux, et disons-le, ce n'est pas très élégant. Du coup, cette dépendance totale à la division nous a un peu coincés. Ça a créé d'énormes défis et ça nous a surtout poussé à nous contenter d'estimations plutôt que de certitudes. Le chercheur Eddie Zarcuna, lui, y parle carrément d'impasse computationnelle. Le mot est fort. Et c'est là qu'arrive une proposition qui change radicalement la donne, la théorie indicielle. En gros, elle suggère qu'il faut arrêter de penser au nombre premier de la manière dont on a toujours fait. L'idée, c'est de remplacer la vieille arithmétique par une toute nouvelle géométrie. Alors là, attention, c'est le point crucial de toute la théorie. Elle avance que le chaos, en fait, il n'est pas dans les nombres premiers eux-mêmes. Non, il est dans la façon dont on les regarde. Au lieu de se focaliser sur leur valeur, on va se concentrer sur leur position, sur leur indice dans un espace géométrique. Et là, pouf, on passe du chaos arithmétique à un ordre, un déterminisme géométrique. Pour prendre une image, c'est un peu comme si on avait toujours essayé de comprendre une ville en lisant une liste de noms de rues, mais complètement en désordre. La théorie indicielle, elle, propose simplement de jeter cette liste et de regarder le plan de la ville. Et tout à coup, évidemment, tout devient clair, tout devient structuré. Ok, mais comment on navigue dans ce nouvel espace? Eh bien, la théorie s'appuie sur 3 expressions mathématiques clés. Mais il ne faut pas les voir comme des formules hyper complexes et intimidantes, non. Il faut plutôt les voir comme les outils d'un système de navigation. Un véritable GPS pour l'univers des nombres premiers. Alors, imaginons ce GPS. D'abord, on a la fonction génératrice. C'est elle qui établit notre position exacte sur la carte. Ensuite, la carte des impacts. C'est elle qui nous signale tous les obstacles à éviter, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas premiers. Et enfin, le moteur de saut. Ah, ça c'est notre véhicule ultra rapide, celui qui nous permet de nous balader sur cette carte en évitant tous les obstacles. Le premier outil, donc, c'est la fonction génératrice. On peut la voir comme l'architecte du système. C'est vraiment elle qui dessine la carte. C'est elle qui transforme une simple suite de nombres en un paysage bien structuré, où chaque point a une coordonnée unique et surtout prévisible. Le deuxième outil, c'est la carte des impacts. Imaginez une sorte de calque qu'on vient poser sur notre plan. Ce calque, il va marquer, de manière hyper précise et totalement déterministe, l'emplacement de tous les nombres composés, c'est-à-dire tous les nombres qui ne sont pas premiers. Et pour finir, le troisième outil, le moteur de saut. Et là, on touche un peu au joyau du système. Une fois qu'on sait où se trouvent les obstacles, les nombres composés, cet outil nous permet de sauter littéralement par-dessus, de les contourner mathématiquement, sans jamais avoir besoin de faire la moindre division. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? On va voir comment la combinaison de ces 3 outils propose une méthode de test de primalité qui est juste complètement nouvelle. Le processus devient d'une simplicité presque déconcertante. Pour savoir si un nombre est premier, c'est simple, on calcule ses coordonnées sur la carte et on regarde la carte des impacts. Si son emplacement n'est pas sur cette carte des nombres composés, eh bien, ça veut dire qu'il est premier. C'est tout. C'est une validation par l'absence, par ce qu'on appelle l'inexistence spatiale. Et le résultat revendiqué, c'est une efficacité redoutable. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon informatique, on parle d'une complexité en temps constant ou O de 1. En clair, ça veut dire que le temps de vérification ne dépend plus du tout de la taille du nombre qu'on teste. Que le nombre soit petit ou astronomiquement grand, la vérification est quasi instantanée. C'est une rupture majeure. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-ci. Ce n'est pas juste une optimisation, une version un peu plus rapide de l'ancienne méthode. Pas du tout. C'est un système entièrement nouveau qui rend la division, ce pilier de l'arithmétique depuis Euclide, eh bien il la rend tout simplement obsolète pour trouver les nombres premiers. Alors évidemment, si cette théorie est validée et adoptée, les implications vont bien au-delà de la simple curiosité mathématique. On parle de potentiellement refaçonner des pans entiers des mathématiques, mais aussi de la technologie moderne. L'impact le plus direct et sans doute le plus spectaculaire, c'est que cette méthode ne se contente pas de dire si un nombre est premier ou non. S'il ne l'est pas, s'il est composé, elle permettrait d'extraire ses facteurs, immédiatement.
C'est ce que la théorie nomme le théorème de la factorisation naturelle. Et quand on sait que toute la sécurité d'Internet repose sur la difficulté à factoriser de très grands nombres, on imagine tout de suite les conséquences pour la cryptanalyse, elles seraient immenses. On va donc terminer sur cette question qui est quand même assez vertigineuse. Est-il possible qu'après des siècles et des siècles d'errance dans le chaos arithmétique, la solution ait toujours été là, sous nos yeux? Pas dans les nombres eux-mêmes, mais simplement dans notre façon de les regarder. La réponse à cette question pourrait bien ouvrir un chapitre entièrement nouveau dans la grande histoire des mathématiques.